Bonjour à tous. Allez, on va démarrer. Euh, Aujourd'hui, on va quand même travailler sur des choses un petit peu, pas complexes, mais qui vont être une introduction à une conférence qui aura lieu le mois prochain et qui sera beaucoup plus terminée, qui sera beaucoup plus travaillée. Bon, c'est déjà bien travaillé, mais travaillé à l'oral. Et on va vous faire un super PowerPoint et ça aboutira sûrement à l'impression d'un livre, parce que le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, c'est quelque chose que je travaille depuis très longtemps. En introduction, je voudrais quand même dire que moi, je suis pharmacien, je suis chimiste, alchimiste, mais la médecine quantique, tout ce qui est physique des éléments, euh, et je me suis arrêté à des choses un petit peu vraiment très chimiques. C'est-à-dire, on est conscient que le système de l'atome de Bohr est dépassé. On est conscient de tout ça, mais pour simplifier, et aujourd'hui, c'est une introduction à comment réfléchir autrement à ce qui peut exister et pourquoi ça existe. Donc, pour travailler sur ce... Alors, si certains d'entre vous avaient pu imprimer le tableau périodique des éléments chimiques, ça aurait été intéressant, mais en fait, aujourd'hui, c'est qu'une introduction à ce qui sera beaucoup plus long et beaucoup plus construit. Pour rentrer dans le tableau périodique des éléments chimiques, il faut comprendre quelle a été la création du monde. La création du monde, au départ, en fait, il n'y avait rien. Rien, ça veut dire nier, ça veut dire rien, mais il n'y avait rien. Et à ce moment-là, le grand architecte, ou on ne sait même pas quelle puissance, s'est rétracté et en se rétractant, a créé un autre monde, a créé le monde et a créé par la différenciation entre le rien et le vide, le monde. Le vide n'existe pas. Le vide, c'est moins 273 degrés, le vide absolu. Mais le vide de l'univers, c'est moins 270 degrés. Et entre ces trois petits degrés, Celsius, Kelvin, je ne me rappelle plus, selon ce dont on parle, et bien en fait, c'est là où il y a de l'oxygène, c'est là où il y a des neutrons, des protons, et c'est ce qui a, dans ce vide, a pu un jour créer le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit peu simple pour démarrer dès le démarrage du début du monde. Et après, je vais vous faire ce qu'on a appelé donc les triades alchimiques du tableau de Mendeleïev, parce que il y a beaucoup de choses qui fonctionnent par triade, en fait, par trois. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller sur le corps, l'âme et l'esprit. C'est aller de différencier ce qui peut être organique de minéral. C'est de différencier les certains éléments et comment le monde a pu se créer. Le monde s'est créé parce que quand il y a eu ce vide, ce vide a créé de l'énergie. Là, j'aurais voulu qu'on me passe une diapo, mais on ne me l'a pas passé, mais c'est pas souci. A créé à la fois une vitesse, une puissance et de la matière. Et la vitesse était tellement grande qu'il y a des neutrons qui ont apparu. Le monde a évolué, ça a été très très long tout ça, hein, ça je suis conscient. Et au final, il y a eu une collision entre notre galaxie et la galaxie du Petit Sagittaire, il y a plusieurs milliards d'années. Cette collision a créé une multiplication de l'hydrogène et des neutrons qui a créé des soleils, des milliers de soleils, dont le nôtre. C'est une collision qui a créé notre univers, et c'est une autre collision qui détruira notre collision, notre univers, parce que il est prévu que dans plusieurs milliards d'années, la galaxie de Ganymède rentre en collision avec ce qui nous reste de la Voie lactée et de notre galaxie.
tout ça a fait qu'au départ, il n'y avait que quelques neutrons. Les neutrons ayant tourné très très vite, parce que c'est toute une histoire de vitesse, ces neutrons ont créé des protons, et ces protons ont créé des électrons, et est né le premier atome, un atome d'hydrogène. La différence entre un atome et une molécule, c'est qu'un atome, il est tout seul. Une molécule, ils sont plusieurs. Deux atomes d'hydrogène qui se rencontrent créent la molécule d'hydrogène H2. Après, il peut se rajouter des multiplications avec cette molécule d'hydrogène qui va capter des protons et qu'il va faire de l'hélium. Donc là, on est sur le haut du tableau de Mendeleïev, parce qu'en fait, le tableau de Mendeleïev, si vous le regardez comme il faut, vous avez l'hydrogène qui est un atome 1 et l'hélium qui est un atome 2. Mais entre les deux, mais en fait, il y a eu un proton qui est rentré en collision. Un neutron qui est rentré en collision. Et après, toute cette multiplication va s'agglomérer et dans des milliards et des milliards d'années, on va aboutir à ce tableau de Mendeleïev qui correspond à la totalité des éléments chimiques que l'on peut rencontrer dans notre univers, que l'on croit être un univers temporel, intemporel, on croit ce qu'on veut. En attendant, Mendeleïev est un génie et ce génie, il l'a prouvé en pouvant laisser des cases sur des éléments qui n'existaient pas à l'époque et qui toutefois existent encore, puisque on est sur la totalité de tous les éléments chimiques dont certains n'ont pas été trouvés naturellement, mais ont été fabriqués dans des cyclotrons d'une autre façon pour arriver à faire ce tableau Je pense que c'est la chose la plus intelligente qui a jamais eu existé. Il paraît que Mendeleïev, il a trouvé ça en jouant aux cartes. Alors après, ça se complifie. L'hélium va récupérer d'autres molécules, va récupérer d'autres neutrons, d'autres protons, et il va se multiplier, faire des isotopes, on appelle des isotopes de magnésium, des isotopes de fer, et il va se complexifier. Et à mesure que le monde va se complexifier, ça va mettre plusieurs milliers d'années, millions, milliards d'années. Parce que quand on parle de la Genèse dans la Bible, 6 jours, non, les jours ne sont pas les mêmes. Je veux dire que le premier jour devait être duré plus longtemps que le deuxième, et le troisième encore plus. Et qu'au 6e jour, quand de la silice, Dieu prit un petit peu d'argile pour fabriquer Adam, c'est ce qui va nous rester à nous humains de minéral dans notre corps organique. Donc là, je vais rebondir sur deux choses. Le corps organique, en fait, c'est le carbone, l'azote, l'oxygène et l'hydrogène. Ça, c'est le maximum qui existe. Et en fait, ça, c'est la chimie organique. Mais il faut savoir que la chimie organique, elle est sortie de la chimie minérale. Et au-dessous du carbone valence 4, vous avez le silicium valence 4 qui va avoir démarré la totalité de tout ce qui va être organique sur cette terre, les végétaux, les animaux, et au 6e jour, l'homme, avec du silicium, est fabriqué dans du silicium, dans de l'argile. Adama. Adama, ça veut dire argile en hébreu. Donc, en fait, on est tous issus d'argile et on retournera à de l'argile. Mais c'est pour ça que ce tableau périodique des éléments chimiques est très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il y a toute une synergie, une chimie, une alchimie dans dans tout ce qui peut exister. Donc aujourd'hui, je ne veux pas trop vous saturer parce que ce que je voudrais vraiment, c'est que vous reveniez dans un mois et à ce moment-là, je vais vous donner un cours. Ce cours, il sera complet avec vraiment des diapositives et de ces diapositives, on en fera un livre. Alors tout simplement, pour aller vite, vous avez CNOH, c'est tout ce qui touche la chimie organique. C'est nous, c'est les humains. Alors après, vous aviez le silicium et avant, vous avez tout ce qui peut toucher les sels de Schussler et le produit d'un acide et d'une base qui a créé les sels de Schussler. Les sels de Schussler sont arrivés avant l'homme. Donc,
aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de produit parce que c'est la fois prochaine que je vais vous présenter à chaque couche du tableau périodique des éléments. Qu'est-ce qui peut être touché sur le fond de notre problématique et sur les maladies et pourquoi on est malade et qu'est-ce qu'on fait ici au final. Tout simplement, on va prendre la première colonne. La première colonne, le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium, en fait, et l'hydrogène en haut, sont des éléments qui cherchent un électron. Ils ont un seul électron. Cet électron, ils veulent le partager avec n'importe qui. Pour faire simple, première colonne, vous avez en bas le potassium, au-dessus le sodium et après le lithium. Le potassium, en fait, c'est tout ce qui va toucher au corps. C'est le rythme. Le potassium, c'est le rythme dans notre corps. Le sodium, c'est l'eau dans notre corps. Et le lithium, c'est ce qui nous permet, l'eau ou l'âme. Et le lithium, ça va être l'esprit. On sait bien que tout ce qui perd de l'esprit, en fait, tout ce qu'on croit être des fous, on leur donne du lithium. Potassium, sodium, lithium. On est aujourd'hui en train de parler de triade. Donc, potassium, c'est le corps, sodium, c'est l'âme, parce que l'âme, c'est l'eau. Ma en hébreu ou mi en hébreu, c'est toujours de l'âme, c'est de l'eau. Et le lithium qui va être un esprit, Deuxième colonne, il y a 2 électrons à partager. Et là, on va se retrouver sur pareil, le corps, l'âme et l'esprit. Le calcium, c'est quoi? C'est le corps. Le magnésium au-dessus, eh ben, c'est l'âme. Parce que si on manque de magnésium, chlorure de magnésium, phosphate de magnésium, on n'a plus de processus vital. Et ce qui est très intéressant, c'est ce beryllium au-dessus, le beryllium que vous pouvez voir là. En fait, on croit qu'il n'existe pas. On n'entend pas parler du beryllium. Mais non, mais c'est complètement faux. Le beryllium, c'est l'émeraude, c'est le saphir, c'est le rubis. Et en fait, chaque fois que vous avez une pierre précieuse, il y a du beryllium dedans. Et ce beryllium, il sert à quoi? Ben, il sert à trouver l'esprit. Et c'est pour ça que certaines pierres précieuses, certains élixirs minéraux, certaines choses à base de beryllium vont nous amener vers des guérisons ou empêcher d'être malade, alors que personne, que dans toute la littérature que j'ai pu lire, ne parle de beryllium. Ça, c'était pour les premières et deuxièmes colonnes. La première, elle a un électron en trop. La deuxième, elle a un électron en moins, pardon, en moins. Et que voilà. Et ça va nous amener vers ce qu'on va qualifier de gaz noble. Les gaz nobles, c'est la 8e colonne, celle qui est au fond. En fait, elle a besoin de rien. Vous avez l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, le radon, qui vont permettre, comme ils sont nobles, ils ont besoin de rien, puisqu'en fait, ils ont complètement rempli leur couche superficielle. Et à part si on les excite avec des rayons électriques, et où ils vont faire de la lumière, parce qu'ils vont libérer des photons, ben en fait, ils sont là pour être un peu gentils. Ils ne demandent rien à personne, ils sont contents. À part l'hélium. L'hélium, quand même, au bout du coup, quand on regarde un peu comment fonctionne le système solaire et comment notre Soleil nous chauffe, et en fait, ça s'appelle une fusion. L'hydrogène fusionne en hélium, l'hélium fusionne comme il peut avec du fer, du magnésium, de tout, et tout ça, ça va créer une dépense énergétique qui nous chauffe, qui chauffe l'univers entier, et qui, grâce à cette fusion, euh, qui est thermonucléaire, c'est évident, mais qui libère beaucoup plus d'énergie que, par exemple, une fission transformer du plutonium en uranium, des choses comme ça, comme on fait dans nos centrales, on est des enfants de cœur. Le jour où on sera capable de faire des micro-soleils dans des micro-centrales, eh ben, on aura gagné. Sauf si on perd avant, parce que le temps nous court après. Dans la colonne de droite, la 17e colonne, le fluor, le chlore, le brome et l'iode, tous ces éléments, ben, en fait, il en manque un électron. Et ils veulent le combler. Et pour combler cet électron, ils sont capables de n'importe quoi. Hein. Donc, pour arriver à ça, il a fallu des milliards d'années.
Et en fait, on est arrivé sur des nœuds, des nœuds qui font que le Na veut se rencontrer avec le Cl pour faire un NaCl, mais ils sont trop loin l'un de l'autre. Donc, ils ont besoin de passer par l'oxygène, par l'eau, par les alcalins et les acides pour faire que NaOH plus HCl fasse NaCl plus H2O. Et là, à ce moment-là, l'eau est créée. L'eau est créée par des ruissellements profonds qui font que nos mers, nos océans sont remplis de NaCl et d'eau, parce que pendant des milliards d'années, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et donc, on se retrouve avec des éléments qui sont, qu'on appelle des halogènes. C'est des halogènes parce qu'ils sont très, très friands. Ils sont friands euh, d'électrons. Et ils sont capables de tout pour pouvoir s'associer avec n'importe qui. Quatrième plan sur ma programmation, vous voyez pas parce que vous l'avez peut-être pas sous les yeux, que en fait, vous avez sur la colonne 14 le carbone et le silicium. Le silicium, j'ai ébauché l'idée tout à l'heure par rapport à l'argile et par rapport à la création d'Adama. Au départ, il y avait silicium, mais c'est remonté sur le carbone avec une valence 4. La différence entre le carbone et le silicium, c'est que le carbone, il est capable de faire de la chimie organique et le silicium, il fait que de la chimie qu'on va qualifier de minérale. Toutefois, le CNOH dont je voulais parler tout à l'heure, qui a créé les humains, qui a créé toute la matière, ne fait que faire fonctionner des minéraux qui sont au-dessous du système. Donc, ne mettons rien à la poubelle, on a besoin de tout. Ensuite, dans la colonne 16, il y a deux chefs de file. Il y a l'oxygène. L'oxygène est capable de se lier à peu près à tout, et le soufre est capable de s'associer à peu près à tous les minéraux d'une façon ou d'une autre. Et on y reviendra dans la 6e partie de mon entretien qui vous parlera d'alchimie. Donc, sur le carbone, vous avez de la chimie organique. Sur le silicium, vous avez de la chimie minérale. Sur le haut de l'oxygène, vous avez des oxydations. Et cette oxydation va être intéressante parce qu'elle va pouvoir oxyder, par exemple, le fer, bien sûr. Le carbone est intéressant parce qu'il y a il a 4 valences, l'oxygène en a 2. Donc le CO2, CO2, c'est le gaz carbonique. Il est à la mode à l'heure actuelle. Mais le carbone, s'il s'associe avec de l'hydrogène, il fait CH4, le méthane. Là aussi, c'est intéressant. Parce que d'un côté, si on fait brûler du CH4, on a du CO2 et on a le bilan carbone qui est pas très bon. Donc ça, c'est un bon plan sur la compréhension du tableau de Mendeleïev. Au-dessous, vous avez ce soufre. En fait, il faut savoir que tous les métaux alchimiques, je veux parler de l'arsenic, de l'antimoine, je veux parler du plomb, je pourrais parler aussi, bien sûr, de l'argent, la galène, et de beaucoup de sous-produits qui vont être des minéraux issus de la chimie du soufre. Et en fait, aussi bien le sulfure de mercure, le sulfure d'arsenic ou pardon, excusez-moi, le sulfure de mercure, bien entendu, vont par calcination et en oxydant par l'oxygène, on va pouvoir récupérer les métaux qui vont être directement ce qu'on appellera les métaux alchimiques par oxydation, et ça va être la voie sèche, la voie brûlante, où on va mélanger des métaux avec donc le métal, je veux dire par la matière brute, la matière blanche, la matière du début, pour par calcination arriver à des métaux un petit peu courts. Je vais faire une petite digression sur le col. Le col, c'est un sulfure d'antimoine. Et le mot alcool, qui est un mot d'origine d'Afrique du Nord, d'origine même, on peut dire alchimique, voire issu de l'Égypte. Le mot alcool, parce qu'au départ, on a distillé du sulfure d'antimoine pour obtenir du col. Le col, c'était fait pour nettoyer les yeux, pour protéger les yeux du soleil. Et en fait, les premières distillations qui appartenaient à des métaux qui étaient obtenus par sublimation
ont créé le mot alcool. Alors après, bien sûr, bah, il y a eu des dérives tout à fait humaines où, à la place de sublimer et de distiller du sulfure d'antimoine, de la stibine, on s'est mis à distiller de l'alcool de date et que ça a laissé le mot alcool. Mais alcool, ça vient du mot distillation au niveau alchimique. Et ça, c'est un petit peu la chute de ce que je voudrais apporter aujourd'hui. Les thèses de Ménétrier était au même titre que Mendeleïev des génies. En fait, ils ont associé des choses par trois pour essayer de soigner des problématiques de santé en utilisant trois métaux à la fois. Beaucoup d'entre vous connaissent bien sûr cuivre or argent, colonne 11. En fait, leur manque tous le même nombre d'éléments, d'électrons. Le cuivre, l'or et l'argent, il leur manque le même nombre de... Mais en fait, ces électrons qui leur manquent, eh ben en fait, ils leur manquent, mais ils manquent aussi aux bactéries qui les entourent et qui nous entourent. Donc, si vous prenez du cuivre or argent, ça va tuer, l'or va tuer les staphylocoques, le cuivre va être un anti-inflammatoire qui va tuer plutôt les streptocoques et l'argent qui va être un antiviral. Donc après, vous avez toujours dans ces triptyques, vous avez fer, cobalt, nickel. Donc, donc ça, c'est vraiment intéressant. Ou manganèse, cuivre, cobalt. Tout ça, c'est intéressant parce que si on utilise plusieurs minéraux qui sont soit sur la même colonne, soit sur la même rangée, on va se retrouver avec des transmutations qui vont être possibles. Dans le cadre des transmutations, elles existent et les alchimistes sont des physiciens de la prochaine ère parce qu'ils avaient réussi par des méthodes empiriques et peut-être des méthodes spirituelles de transformer par exemple tout bêtement le magnésium en calcium dans la colonne 2. Si vous nourrissez des poules ou des escargots sans calcium, mais avec du magnésium, eh ben, il y a une partie, enfin, le magnésium va se transformer en calcium pour faire des coquilles. Si vous êtes un anxieux, beaucoup trop, et que vous pensez trop, votre magnésium va se transformer en calcium et va faire des calculs. Un calcul, c'est quelqu'un qui calcule trop. Mais en fait, c'est pas parce qu'il a pris trop de calcium, c'est parce que son magnésium dans son cerveau et dans son corps se transforme en calcium. Un calcul. Et toutes ces triades que je vous développerai un petit peu plus la fois prochaine vont être vraiment intéressantes parce que ça permet de voir que on croit qu'on est multiple, mais en fait on est surtout un. Et que tout est corrélation et que tout peut se transformer. Et heureusement, parce que sinon ça ne servirait pas à grand-chose qu'on soit sur cette terre. Donc, pour terminer, je vais finir quand même sur les métaux alchimiques, parce que c'est une des raisons pour laquelle je suis quand même là. C'est comment faire pour transformer du plomb en or. Eh bien, en fait, entre le plomb et l'or, il y a le mercure. Mais avant, il y a le bismuth. Donc, sur la même rangée donc, je ne vous ai pas développé, bien sûr, l'atome de Bohr avec toutes les couches électroniques, S, R, D, P, etc. Mais je vous le ferai pour la fois prochaine. Donc, le plomb. En fait, si vous lui enlevez pas grand-chose, vous lui enlevez juste un proton. Il devient du thallium. Si vous lui enlevez un autre proton, Hg80, en fait, il devient du mercure. Et si vous lui enlevez encore un autre, il devient de l'or. On est quand même sur des limites de protons. Mais c'est les mêmes. Si vous regardez les numéros atomiques, entre 196, 96, ça veut dire 200, et le plomb 207, vous n'avez rien du tout à l'échelle d'un atome. Donc toutes ces transmutations sont bien obligatoirement possibles. Et je crois qu'il ne faut pas se fier à certaines traditions qui voudraient que tout soit figé, elle est bonne, figé, et que tout est toujours possible dans toutes les transmutations. Je vous souhaite mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, et la semaine prochaine, non, dans un mois, pardon,
on vous fera quelque chose qui va durer au moins 1h15 ou 1h30, mais qui sera vraiment construit. Aujourd'hui, c'était juste pour vous perturber, pour faire croire que tout ce qui était matière n'est pas matière. Et qu'en fait, dans le monde entier et dans cet univers, il y a plus de vide que de plein. Même sur la table sur laquelle vous vous appuyez, c'est que du vide. Votre bague, c'est que du vide. Parce que dans l'électron qui va jusqu'au noyau, il n'y a que du vide. Mais entre le vide et le rien, il y a un grand pas. Parce que vide, c'est aussi, en anagramme, c'est div, mais ça peut être Dieu. Parce que le V et le U sont interchangeables. Ça peut être diva, ça peut être plein de choses. Et ce qui s'est passé entre le rien et le vide, ben, c'est un tout. Merci à tous pour votre écoute.